Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Bonsoir et merci pour ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble depuis 15h et nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Le MAG à vivre avec vous, les auditeurs, au 0826 300 300. Le MAG pour revenir sur ce multiplex palpitant que nous avons vécu lors de cette 23e journée, pour se projeter sur le fameux classico entre le Stade français et le Stade toulousain, et puis pour revenir plus largement sur l'actualité rugby et l'actualité sportive. Avec nous ce soir, l'équipe Sud Radio presque au grand complet, mais nous avons là les éléments les plus en forme, ceux qui ont été bons à l'entraînement cette semaine. C'est Julien Thomas et Philippe Spanghero. Messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Ouais, on va rappeler avec Zach Pilon, avec Quentin Cabanis, les principaux résultats pour les auditeurs qui nous rejoignent. Quand même, la victoire bonifiée du Stade Rochelet face à Clermont, la victoire bonifiée du Castres Olympique, c'était 26-13, la victoire du Stade Rochelet, victoire bonifiée du Castres Olympique 31-18 face à Toulon. Succès précieux de Brive, 14e face à Pau, 12e 22-17. Succès également précieux pour rêver du top 6 pour l'Aviron Bayonnais, 33-30 face à Montpellier, dont l'espoir de qualification s'éloigne un petit peu. Et puis Perpignan disposé du Racing 92, sacrée performance des Catalans, 30-21 dans un match que les deux équipes ont disputé une large partie du match à 14 contre 14 de carton rouge. Premier débrief avec vous, messieurs. D'abord, question large pour Julien Thomas. Voilà, quelle performance vous distinguez parmi ces 4 résultats du multi qu'on vient de vivre ensemble en direct sur Sud Radio, la radio du rugby? Eh bien, difficile. Le multiplex a été extraordinaire et surtout pour ces fins de match. Mais je vais prendre le Castres Olympique face à Toulon. Toulon qui se devait quand même de peut-être de gagner à l'extérieur et d'aller chercher quelque chose à Castres, mais ils ont été valeureux, c'est Castré comme d'habitude à domicile, et surtout ça leur fait monter et ils font un bon au classement, 9e, ils étaient 11e, ils passent 9e et ça leur permet de plus regarder le bas et la relégation. Voilà, important en vue de cette qualification pour la Champions Cup, qui change aussi des choses dans le budget des clubs, dans la saison. C'est ça l'objectif pour le Castres Olympique aujourd'hui. Ah ben là, le top 8, tout comme Clermont cet après-midi à La Rochelle, dont on parlait, c'est vrai qu'un top 8 permet, dans les finances, Philippe en parlera un peu plus au niveau financier, mais sportivement déjà, d'être top 8, ça permet de jouer les Coupes d'Europe, et donc c'est important d'y accéder. À 49 points, 9e donc le Castres Olympique, Philippe Spanghero, c'est que le top 8 qu'on regarde à 3 journées de la fin, alors que le calendrier est plutôt favorable pour les Castrés. Ouais, je crois que là, du côté du Castres Olympique, la saison a été quand même très mouvementée. Alors on voit que l'effet Davidson fonctionne, puisque il y a une très bonne dynamique du côté du Castres Olympique avec cette victoire à l'extérieur à Montpellier et puis ce succès bonifié à la maison. Donc je crois que le maintien est chose faite du côté du Castres Olympique. Ça paraît quand même ambitieux à la vue de la saison de regarder plus haut, et je crois que c'est raisonnable de se fixer, de rester dans le top 8, parce qu'il reste malgré tout 3 matchs. Il ne faut pas se désunir trop vite, parce qu'il y a une saison à terminer, mais c'est quand même bien de bien la finir pour démarrer sur de bonnes bases la saison prochaine, parce que je crois que quand on est dans le cas du Castres Olympique, l'objectif c'est déjà de se projeter sur ce qui va se passer la saison suivante. Effectivement, mais en tout cas, succès sur lequel on reviendra. Qu'est-ce qui vous a plu? Voilà, on a vu un bel essai de Botitou, une interception qui a été décisive, notamment encore Raizuke qui a été aussi décisif. C'est lui qui a inscrit l'essai du bonus. Julien, est-ce qu'il y a un joueur, il y a un fait de match que vous voulez faire ressortir? Le chef d'orchestre, tout simplement. Il a été pas mal, il a été très bon depuis l'état, mais Raizuke qui me met sur les fesses d'Anne Bigard pour marquer un essai magnifiquement mené, ça a été fabuleux, et je pense que les Castrés, contrairement à ce que disait Philippe, les Castrés peuvent se servir sur les derniers matchs de cette spirale très très positive, de finir en trombe et sans y penser à ce top 8, mais finir avec en mettant vraiment la pagaille et remonter dans ce top 8. C'est faisable parce qu'ils ont le mental, ils ont l'équipe armée pour pouvoir le faire. Le calendrier, déplacement à Pau le 6 mai, 24e journée, déplacement à Brive, ces deux équipes ont toutes les deux besoin de points, et réception de Perpignan. Castres, arbitre du
du maintien aussi, au-delà de tout rêve de qualification, Philippe. Oui, bien sûr, Castres arbitre du maintien, justement pour rebondir sur le résultat que je retire moi particulièrement de cette journée. C'est l'USAP. L'USAP à domicile, c'est un match que je regardais de près parce qu'il y avait ce duel à distance qui persiste avec Brive pour cette relégation directe ou cette place de barragiste. Brive, de son côté, a fait le job et on pouvait attendre aussi une réaction du Racing après un match la semaine dernière à l'arraché où on sent que ce Racing est quand même sur courant alternatif cette saison. Ils ont besoin de matchs références. Donc c'était un match pour se relancer face à une équipe en difficulté. Mais bon, les Catalans, comme d'habitude, avec beaucoup de caractère, sont revenus dans le match, ont repris le score alors que le Racing l'a tenu une partie du match. Et moi, c'est ce match que je retiens et qui, pour moi, clôture le débat définitivement de ce duel à distance pour la relégation directe. Je pense que malheureusement, avec ce succès des Catalans à domicile, malgré le job fait par les brivistes à domicile contre Pau, Brive paraît ce soir condamné définitivement à la 14e place. Ouais, toujours 8 points d'écart entre ces deux équipes, hein. Brive 14e, Perpignan 13e. C'est vrai qu'elle est belle, cette performance de l'USAP, parce qu'elle n'était pas évidente. Voilà, ça a été très chaud entre ces deux équipes. Il y avait 20-16 à l'heure de jeu, Zach Pilon, vous confirmez. Voilà, mais voilà, c'est quoi ? C'est le caractère, c'est le coaching, c'est le physique de cette équipe catalane qui a fait la différence. Alors j'ai trouvé le paquet d'avant perpignanais, notamment sur les 20 dernières minutes, qui a pris l'ascendant un peu sur celui du Racing. On rappelle que les deux packs ont évolué à 7 pendant une grande partie du match, mais surtout le Racing a l'occasion de s'échapper autour de leur deux jeux. Vous avez dit, François, que on peut se tutoyer. Maintenant, ça fait un petit peu de temps. Mais donc oui, Perpignan qui menait 20-16, et puis le Racing a réagi tout de suite avec un essai de Gaël Ficou, 21-20, la transformation de Russell qui a été manquée, et puis 2 minutes après, Russell a eu l'occasion à nouveau d'aggraver l'écart avec une pénalité qui était sensiblement face au poteau à 35 mètres, qu'il a également manqué. Donc le Racing a laissé passer cette occasion, et Perpignan, eux, en fin de match, ils ont été plus tueurs que le Racing, et ils ont su s'échapper pour aller chercher cette rencontre et garder le Racing hors des clous du bonus défensif. Est-ce que Julien Thomas, ces Catalans ont réglé, on va dire, la lutte pour le maintien, comme le disait très bien Philippe il y a quelques instants? Réglés, non, ils sont quand même encore dans la zone relégable. C'est sûr qu'ils sont donnés un bol d'air, parce que derrière il y avait quand même les Clermontois qui étaient juste devant, mais qui ne sont pas menaçants. Mais il y avait Pau, Castres, et ces victoires de Castres permet à Pau de peut-être, en perdant à Brive, d'être en concurrence avec ces Catalans qui ont gagné. Honnêtement, ça va se jouer jusqu'au dernier match, et comme tu disais, c'est les Castrés qui vont faire l'arbitre de cette fin de saison pour le bas du classement. Ouais, pardon de vous couper, mais c'est vrai que c'est là qu'on peut se reposer la question de l'attitude de Castres sur la fin, parce qu'il y a deux options, il y a deux optiques. Soit on se dit que Castres a plus grand chose à jouer et va finir un peu en roue libre, et les derniers qui les joueront seront favorisés dans cette course au maintien. Soit Castres va jouer le coup jusqu'au bout, en se fixant des objectifs de top 8 ou des objectifs aussi au-delà du plan comptable, mais des objectifs aussi de groupe. Et c'est vrai que la réaction de Castres, comment ils vont se déplacer chez ces relégables potentiels, elle va être intéressante quand même. Tout à fait. Et on rappelle aussi le calendrier de Perpignan, qui a fait tomber un gros aujourd'hui, qui va devoir se déplacer à Lyon et qui ensuite accueillera le Stade Toulousain le 13 mai avant de terminer donc en déplacement à Castres. Autant dire que c'est quand même aussi une fin de saison difficile, mais c'est vrai que sur ce qu'on voit là quand même, sur la consistance, sur le cœur des Catalans, eh bien sur ces 3 dernières journées, il y a peut-être la place pour quelque chose pour des Catalans, donc 13e avec 39 points ce soir, et toujours 8 points d'avance sur les Brivistes, 3 de retard sur les Palois. Autre match à mettre en évidence, c'est la victoire de Bayonne. Bayonne 33-30 avec, on va dire comme souvent, Julien Thomas, un Super Lopez.
Ah là, il a été encore une fois au-dessus du match, celui qui a géré la gestion, le pied, toujours, bien sûr, Camille Lopez, il distille des offrandes à tout le monde, et en plus, Monsieur Dropper, 7e de la saison, qui fait peut-être la différence, notamment avec ce 33-30, un match complètement ouvert, avec 3 essais bayonnais, 4 côté montpelliérain, et c'est vrai que des montpelliérains qui sont passés à côté cette première mi-temps. 20 à 6, il y a eu un bon premier quart d'heure, hein, puis après premier quart d'heure, mais oui, c'est un premier quart d'heure plutôt en faveur, mais derrière une réponse immédiate après le quart d'heure de jeu de Bayonnais qui se sont imposés physiquement, qui ont mis leur jeu en place, comme Lopez qui commence à prendre confiance et qui a manœuvré parfaitement cette équipe de Bayonne. Et puis il a fallu cette seconde période où ils ont commencé à un petit peu mettre et à tenir le ballon les Montpelliérains, sauf que c'était trop tard. C'est des Bayonnais quand même à domicile qui sont durs à manœuvrer. Hein. C'est impressionnant. Et puis un stade en fusion. Un mot quand même sur ce drop absolument extraordinaire. Il y a 30 partout dans les 10 minutes de la fin, et Camille Lopez a juste un drop extraordinaire à 73e ou 74e. C'est extraordinaire. Il fait quoi, 35 mètres ce drop? Il est magnifique. Hein. Ah, il est magnifique, et surtout il est mené, il est construit, il est dans un fauteuil. Après, la patte qu'il a, c'est extraordinaire. En plus, avec cette pression quand même du résultat, et il fait vivre cette équipe de Bayonne en permanence. Ce drop, il s'entraîne. C'est un travailleur pour ça. C'est vrai, son jeu au pied il est excellent, que ce soit le but ou les drops. C'est son 7e, donc c'est pas anodin de la saison. Donc c'est quand même bénéfique d'avoir un joueur à numéro 10 comme ça pour les Bayonnais. Bayonne 8e. À égalité du 7e Bordeaux-Bègles, 54 points. Philippe, l'espoir, le rêve non avoué, on va dire, de l'aviron bayonnais d'une qualif peut reprendre forme là ce soir? J'ai du mal à le croire. C'est vrai que ce match, cette défaite à domicile délocalisée au Pays Basque espagnol contre Pau a marqué quand même un coup d'arrêt dans la dynamique. Mais c'est vrai que quand on parle de cette équipe de Bayonne, et je le rappelle à chaque fois, on a du mal à se rappeler qu'on parle de l'équipe qui monte de Pro D2. On sait que souvent cette année de transition en top 14, elle est très délicate et que les équipes qui montent luttent pour le maintien. Et c'est vrai que le début de saison de Bayonne, il est tellement euphorique, le recrutement est tellement intelligent. Quand on voit l'apport, on vient de parler de Camille Lopez, il y a le talonneur Bosch, il y a Machno, enfin, il y a des joueurs comme ça qui ont vraiment tiré cette équipe vers le haut. Finalement, quelque part, peu importe le top 6 pour Bayonne. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Bayonne? Ce début de saison, il leur a permis d'être crédibles pour aller sur le marché des transferts, faire des gros coups, et pour assurer une dynamique très positive en se projetant très tôt dans la saison sur le top 14 l'année prochaine, ce qui est très rare pour une équipe qui monte. Donc quelque part, et Philippe Taïeb le disait, il était notre invité il y a 15 jours, quelque part, le top 6, la Coupe d'Europe, etc., c'est peut-être même risqué et dangereux pour l'aviron. Donc je crois que l'idée, c'est de garder cette dynamique, de bien finir sportivement, mais le job, il est déjà fait. Ouais, déplacement au Racing, réception de Clermont, déplacement à Lyon. Voilà le programme des Bayonnais pour la fin de saison. Notre programme à nous, dans quelques minutes, on va se projeter sur le Classico. J'aime pas trop cette expression, mais c'est le match des stades, le Stade français qui reçoit le Stade toulousain. C'est un événement, bien sûr, qu'on va vivre sur Sud Radio à l'antenne à partir de 21h05, le coup d'envoi. Et c'est aussi un événement pour le club parisien. On en parlera avec son patron du marketing, Georges-Henri Bediou, d'ici quelques minutes. Restez avec nous. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio 0826 300 300 avec toute l'équipe Sud Radio qui est là, Julien Thomas, Philippe Spanghero, nos consultants qui sont là bien sûr, Quentin Cabanis, Zach Pilon, toute l'équipe est réunie parce que ce soir il y a un grand match que l'on va vivre en direct en intégralité sur Sud Radio, c'est le Stade français qui reçoit le Stade toulousain. C'est un choc qui nous a fait vibrer pendant des années, notamment au cœur des années 2000, la décennie des années 2000, mais ce soir c'est aussi un grand match pour le Stade français et son directeur marketing, Georges-Henri Bediou, qui est avec nous depuis le Stade Jean-Bouin. Bonsoir Georges-Henri. Bonsoir François, bonsoir à tous. Ouais, j'imagine qu'il y a de la pression pour Gonzalo Quesada et tout le staff sportif, mais il y a la pression aussi pour le patron du marketing que vous êtes. Ce soir, ça affiche complet et c'est un grand rendez-vous, j'imagine.
Ouais, c'est forcément une grande fête, avant tout. Après, il n'y a pas de pression. Ce qui est important, c'est de faire plaisir aux spectateurs qui viennent, qui sont nombreux du coup, puisqu'on a guichet fermé. Et puis voilà, ça valide un petit peu l'ensemble du travail que l'on fait avec Thomas Lombard depuis 2 ans pour essayer de relancer le club et puis d'avancer étape par étape. Donc ce soir, c'est pas un aboutissement, c'est un point d'étape et ça valorise un peu tout le travail qui est fait pour accueillir le maximum de public amoureux du rugby, amoureux du Stade Français évidemment, et puis d'essayer de réatteindre les sommets à tous les niveaux, sportifs comme dans l'inconscient collectif des gens. Ouais, Julien Thomas est avec nous, ancien joueur et champion de France en 2015 avec le Stade Français. Philippe Spanghero est là aussi, qui connaît bien le marketing sportif et forcément le rugby à Paris. Pour vous, ce soir, vous jouez entre guillemets la saison, c'est-à-dire c'est la qualif ce soir pour le Stade Français. Si on gagne, c'est un grand pas. Après, ça va être serré jusqu'à la fin, mais je crois que on avait des opérations marketing juste avant, donc j'ai pas tout bien suivi, mais je crois que les résultats, si on gagne ce soir, sont plutôt en notre faveur. Après voilà. Le sportif, il y a les aléas, donc je vais pas faire de langue de bois, mais Ouais. c'est pas, on va dire que c'est pas mon sujet et Gonzalo le maîtrise mieux que moi, on va dire. Tout à fait, mais il a une incidence sur votre travail quand même qui a évolué. On sent un petit engouement, il y a une mobilisation, on a vu Paris et Rose dans les rues de Paris, on sent quand même que le Stade Français retrouve un certain engouement dans la capitale. Ouais, tout à fait. Depuis que Thomas a repris le club, on s'est reconcentré sur des éléments assez simples, un projet autour de 3 axes, la formation, rassembler et innover. Ces trois piliers de nos axes, ils sont complètement connectés après à une politique RSE qui vient un petit peu aller englober tout ça au-delà du sportif, évidemment. Et donc, du coup, on est beaucoup dans la proximité, avec des actions comme vous l'avez souligné sur une opération dans les arrondissements dans Paris, Paris Rose, où il y a de la visibilité, mais il y a aussi des opérations pour que les gens aient des avantages autour du club. Les joueurs vont sur les marchés, la mascotte, plein de choses qui sont au final assez classiques, mais qui permettent au Stade Français de rayonner au-delà de sa base, qui est Jean-Bouin. Le 16e arrondissement, l'Ouest. Voilà, exactement. Et puis après, on a un gros travail fait aussi au niveau du tissu, du cœur, du poumon, avec des clubs partenaires avec qui on travaille bien, et qui permet au moins sur le cœur de cible, d'avoir renoué les liens. Et puis après, vous savez, à Paris, les gens viennent 1,2 fois en moyenne, passent une commande 1,2 fois en moyenne par an. Donc une commande, c'est 3,5 billets. Et donc ça, c'était le score la saison dernière. Et là, on arrive à faire passer des commandes 2 fois aux gens. Donc en fait, tout ça, ça permet de faire monter au fil de l'eau le nombre de spectateurs au flux des matchs, grâce surtout à de la proximité. Ce qui est notre ambition, c'est d'être proche des gens, et c'est ce qu'est le Stade Français avant tout. Et en fait, on essaie juste d'être sur notre ADN. Philippe Spanghero, question peut-être pour Jean-Jean Bodiou, patron du marketing du Stade Français. Salut Jean-Jean, ça va ? Ouais, bonsoir Philippe. Ouais, écoute, alors une question, peut-être pas une question, mais une remarque. C'est vrai que t'en parles pas beaucoup, mais le marketing, c'est un sujet compliqué dans le sport parce que extrêmement lié à la performance sportive. Donc l'enjeu, c'est de pas dépendre trop de ça pour faire des prévisions à la saison qui soient pas trop revues à la hausse ou à la baisse en fonction du sportif. Mais malgré tout, l'idée, c'est quand même aussi de surfer sur cette dynamique sportive, parce que ça fait quelques années que le Stade Français n'a pas renoué avec les phases finales. Donc, est-ce qu'au-delà de tous vos travaux, tu sens quelque part que la dynamique sportive sert vraiment l'attractivité de votre projet ? Ouais, évidemment, en fait, le sportif, ça reste mais l'amplificateur de notre action. Et c'est ce qui va mettre en lumière
tout ce qui est fait au niveau du club. Quand on gagne, le cœur de cible est là, mais lui, il est toujours là. Et après, ceux qui aiment, mais qui ne traduisent pas leur engagement, on va dire, à chaque match, et c'est encore plus compliqué à Paris avec justement c'est pas une concurrence, mais voilà, juste les gens ont envie de faire plein d'autres choses, ils partent en week-end, etc. Donc, en fait, c'est plus complexe. Parce que voilà, les gens sont très sollicités et donc nous, le sportif permet d'accélérer tout ça. Après, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est, pour être très rugbystique, c'est qu'on a mis en place depuis 2 ans les fondamentaux pour que le jour où le sportif reprend toute la lumière, et c'est un travail qui est très sensible parce que ça peut être très, enfin, voilà, c'est très fragile, mais le jour où il reprend la lumière, ce soit vraiment l'accélération et que les bases soient présentes. Et donc les bases, c'est quoi? C'est quand on vient au stade, c'est de passer un bon moment. Et ça, en fait, que ce soit des VIP, que ce soit du grand public, et dans le grand public, on vise 2 cibles, la famille et les jeunes, c'est qu'ils aient une offre pour avoir envie de venir, et puis après une expérience le jour J qui leur plaise, mais sans être compliqué, hein. Les étudiants, on a une offre qui cartonne. Et surtout les moins de 25 ans, voilà, on est vraiment sur un prix très attractif avec du coup une traduction qui depuis 2 ans nous amène à 25% de la population ce soir au stade, c'est des moins de 25 ans. Et ça, c'est quand même un enjeu important pour le club parce que voilà, il faut que ce soit un vrai mariage entre différentes populations, c'est ce qu'est aussi le rugby. Voilà, les familles évidemment. C'est l'enjeu majeur de tous les clubs. On sait que le rugby français doit rajeunir son audience, donc c'est vrai que c'est intéressant ce que tu évoques en termes de politique et de stratégie à destination de cette cible. Georges-Henri Bediou, ça veut dire que c'est quoi les premiers prix pour les étudiants là au Stade Français, par exemple ce soir face au leader toulousain? François, c'est 10 € et moins 30% pour boire un coup. Donc en fait, ça marche bien. On a même obligé sur un gros match comme celui-ci. C'est moins cher que le cinéma, quoi. Oui, c'est moins cher que le cinéma, en effet. Et puis ça dure plus longtemps. En plus. Voilà. Et il y a du suspense et parfois on ne connaît pas le scénario. Voilà, souvent voilà. Même. Voilà. Pardon, Georges-Henri, j'ai juste un petit service à te demander. En fait, hier, on a piteusement dans l'équipe Sud Radio oublié l'anniversaire de Julien Thomas. Qui est quand même champion de France avec le Stade Français en 2015. Donc comme on ne sait pas trop comment se rattraper parce que dans l'équipe on est une famille, est-ce que tu peux me faire un truc simple à la fin du match, un petit feu d'artifice ou faire venir des pom-pom girls avec les initiales de Julien sur le grand écran quoi. On va proposer, au nom de l'équipe quoi, simplement. On va proposer que Julien paye son coup à la bodega. Il n'y a pas trop de monde, c'est parfait. Ah, mais parfait. Avec plaisir. Okay, Julien, peut-être une question très rapide ou un petit mot, parce que sur un club quand même qui reçoit Toulouse ce soir, oui. C'est spécial. Ben c'est spécial et puis surtout, moi je suis satisfait et puis c'était ma question à la base, c'était comment en arriver à faire remplir le stade parce que je pense, c'est là où est ma dernière question, depuis quand il n'avait pas été à guichet fermé, Jean Bouin? En fait, guichet fermé, je pense que en réalité, ça ne l'a jamais été. Alors là, il se trouve que la capacité est moins de 500 places par rapport aux 20 000 parce qu'il y a des travaux. La dernière affluence du même niveau, c'était 2014 pour Clermont et 2013 pour Toulon. Et après, on va dire que ça n'a jamais existé depuis le nouveau Jean Bouin. Après, encore une fois, là, il y a l'attractivité du match, hein, toujours l'horaire du match qui joue. Donc en fait, tout ça, il faut, c'est un travail global sur tout ce sujet-là, et c'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est la cohérence dans la durée et un travail de continuité, voilà, pour que les gens vraiment retrouvent quelque chose, des prix et une animation sur place qui leur conviennent. Voilà, quel que soit le match. Et on s'adapte un peu à l'attractivité du match, évidemment, comme tous les clubs. Et notamment donc ce soir. Merci Georges-Henri Bediou, parce que 19h30 approche et je sais que vous avez du travail, du monde à accueillir dans les loges, dans ces bodegas pour vivre ce grand match face au Stade Toulousain. C'est l'une des attractions de la soirée. Merci Georges-Henri. Merci.
Merci à vous et tout le club vous embrasse. Voilà, on leur renvoie également. Voilà, parce que Sud Radio aime tous les clubs de rugby et les grands clubs, notamment le Stade Français qui fête son 140e anniversaire cette année, qui est un grand club dans l'histoire du sport français. Nous y reviendrons peut-être un jour. Nous avons dépassé les temps, mais c'est pas grave parce que Quentin est gentil avec moi et je me présente mes excuses déjà d'emblée. Et nous allons enchaîner la suite du MAG avec dans un instant le tour de table de l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Dans 1h30, le coup d'envoi, dans 1h34 exactement, le coup d'envoi du match entre le Stade Français et le Stade Toulousain. C'est la suite de la 23e journée. On vous rappelle bien sûr les victoires probantes du Stade Rochelais, celle de Brive face à Pau, celle de Bayonne face à Montpellier, victoire de Castres face à Toulon. Nous y reviendrons d'ailleurs dans une petite demi-heure avec David Derrick-Carrère, l'un des entraîneurs castrés qui sera avec nous. On va, oui, et on va bien sûr aborder le tour de table de l'actualité dans un instant, mais on va aussi parler de l'actualité, parce que Philippe Spanghero, vous avez une casquette aussi, vous engagez avec Oval Ensemble, voilà, qui est une liste d'élus à la fédération, en tout cas d'opposition à la fédération, voilà, qui était en réunion. On a lu beaucoup de choses cette semaine et votre éclairage peut être intéressant. On a vu que Serge Blanco n'était plus avec Oval Ensemble, et voilà, donc j'imagine que ça a dû ça a dû faire partie des débats du jour, cher Philippe. Oui, en partie, c'est vrai qu'on était en assemblée générale aujourd'hui. C'est des membres historiques qui ont décidé de prendre un autre chemin, mais il y a quand même beaucoup de respect par rapport à l'histoire. Et c'est vrai qu'ils ont fait partie des membres fondateurs d'Oval Ensemble. Donc, ils se sont. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu s'expliquer individuellement avec Florian Grill. Chacun a pu partager sa vision. Ils ont fait le constat que pour le futur, les visions n'étaient pas alignées, mais ça s'est passé de façon élégante. Donc ça permet de passer vite à autre chose et c'est important. Et puis oui, on était en assemblée générale pour acter le fait de représenter des candidats à cette première élection partielle pour reconstituer le comité directeur et pour qu'Oval Ensemble redevienne présent pour porter certains projets qui tiennent à cœur à l'association. Et puis derrière, se donner les moyens aussi de postuler à l'élection du président qui aura lieu en juin, qui est un temps important. Donc voilà, c'est des enjeux importants, même si quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de chamboulement dans les mois qui arrivent, puisque la Coupe du Monde est cristallisée. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est derrière le 15 de France. J'ai vu que la majorité présidentielle avait choisi comme slogan « Tous unis derrière le 15 de France ». Et c'est vrai que je pense que ce n'est pas le bon débat. Je crois que tout le rugby français derrière le 15 de France, il n'y a pas ceux qui le soutiennent et ceux qui sont contre ça. On est tous derrière le 15 de France et on a tous l'envie de le préserver et d'avoir une grande Coupe du Monde. Parce que cette Coupe du Monde, elle doit servir le 15 de France, mais elle doit surtout être une réussite pour amener des enfants dans nos clubs, pour gagner des licenciés et pour qu'aussi elle soit une réussite financière pour amener un maximum de moyens derrière pour le développement de la pratique. Voilà. D'accord, Assemblée Générale, donc c'est juste histoire de réorganiser l'échéance qui est le 15 juin, hein, je crois que c'est ça la prochaine élection. Alors d'abord c'était pour faire valider à tous les adhérents, parce que c'est quand même une grosse association aujourd'hui, il y a plus de 450 membres à ce jour, donc comme c'est assez démocratique, il fallait que tout le monde valide les 12 candidats qui vont être présentés, qui ont été choisis. Donc ça a été fait ce soir. Et valider le principe de dire qu'en fonction des candidats d'Oval Ensemble qui seraient élus au comité directeur, il y a une présentation à la présidence au 15 juin. D'accord, on suivra ça en tout cas et merci pour ces informations entre guillemets de l'intérieur, mais qui nous éclairent dans un débat qui anime les coulisses du rugby français. Et en tout cas, oui, nous sommes tous tournés vers la Coupe du Monde que l'on espère grande pour notre rugby, qu'il soit sur le terrain ou hors du terrain. Voilà, merci Philippe. On va passer au tour de table de l'actualité. C'est une habitude. On
a un petit peu de retard, c'est vrai, par rapport à d'habitude, mais quand même, on y va. C'est parti. Sud Radio, la radio du rugby. Le tour de table de l'actualité. Le tour de table, vous connaissez le principe. Eh bien, nos consultants ont le droit de parler d'autre chose que de rugby s'ils le souhaitent. Qu'est-ce qui les a marqués cette semaine ? Et on va poser la question d'abord à Julien Thomas. Voilà, qu'est-ce que tu retiens, toi, Julien, dans l'actualité cette semaine ? Alors, c'est plutôt une œuvre caritative. C'est le défi des cistes, c'est le fonds de dotation du MHR. On en a parlé la semaine dernière. On en avait parlé, ils n'étaient pas partis. Donc là, ils sont arrivés. Ils sont partis en vélo. Il y avait 40 personnes inscrites en partant de Montpellier mercredi. Et il y avait 4 étapes pour arriver aujourd'hui à 13h, dont 4 cols. Arriver à Bayonne. Pour aller à Bayonne, dans le Pays Basque, exactement. Avec 5554 mètres de dénivelé positif. Et tout ça pour récolter, bien sûr, de l'argent et mettre en œuvre pour agir. C'est le Safe Water Cube. C'est notamment en faveur de la santé des populations malgaches en fournissant des fontaines à eau qui permettent de potabiliser jusqu'à 1000 litres par jour si les récoltes sont bonnes. Mais ça a été un engouement extraordinaire, encore une fois. Ça fait depuis 2018 que le fonds de dotation du MHR l'a créé. J'avais fait une année Montpellier-Castres, justement, pour une œuvre caritative. On l'a bien évoqué avec Florent la semaine dernière, c'est ça, qui s'occupe du MHR, si ma mémoire est bonne. C'était tout à fait. Voilà, donc MHR là, solidaire. Ils sont bien arrivés, quoi. D'accord. Eh ben c'est bien. Et ils étaient nombreux parce que à l'arrivée au départ, à l'arrivée. Non, tout le monde est arrivé en forme. Je sais pas, mais ils sont tous arrivés à bon port. Bon, eh ben bravo en tout cas pour cette initiative, puisque le MHR est l'un des clubs, on va dire, les plus en avance sur ce sujet, ou en tout cas les plus précurseurs. Et Dieu sait si c'est important. Philippe Spanghero, le tour de l'actualité pour toi, Philippe. Qu'est-ce que tu as retenu cette semaine ? Mais alors écoute, on va rester dans le rugby aussi. C'est le coup de com' du RCT autour de la création de ce Hall of Fame et la mise en lumière de tous ces grands joueurs qui ont composé cette équipe. Alors c'était plutôt intéressant, mais c'est vrai qu'à Toulon c'est dur de contenter tout le monde. Donc on a vu sur les réseaux un peu de frustration de la part des supporters qui ont trouvé que c'était un événement un peu trop showbiz dont ils avaient été exclus. Et Bernard Lemaître s'est justifié en disant que le stade Mayol était trop vétuste et n'offrait pas les possibilités d'organiser un événement comme ça. Et je ne suis pas sûr que ces propos étaient bien compris, bien acceptés par les supporters toulonnais. Moi, je l'ai compris avec un regard un peu différent. Et c'est vrai que j'ai eu un débat sur les réseaux sociaux avec des supporters du RCT où je disais que je comprenais le discours de Bernard Lemaître. Parce que c'est vrai que Mayol a ce problème-là, et Mourad Boudjelal l'avait déjà dit à l'époque, de manque de capacité d'accueil événementiel et d'hospitalité. Oui. Et on sait à quel point c'est un sujet important dans les modèles économiques des clubs aujourd'hui. Mais il n'en reste pas moins que la communication a été très peu appréciée par les supporters toulonnais. Donc c'est une belle réussite. Et ça restera un très bon coup de com' de la part du RCT. Mais les vrais supporters s'en sont sentis un peu exclus. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, sur les réseaux sociaux, il n'y a jamais de débat très positif. Enfin, c'est quand même... voilà, moi, je comprends l'avis des supporters. Ils ont le droit de l'exprimer. Mais voilà, après, c'est le début de quelque chose. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de valoriser le passé. D'ailleurs, Bernard Lemaître s'en était expliqué sur cette antenne pour un club qui a quand même un riche passé. Et c'était aussi une façon d'arrêter le temps. Et voilà, et c'est vrai que... en tout cas, il y a eu quelques retours. Bon, il y a eu quelques dérapages de com', mais il y a eu, Armitage aussi qui, voilà, mais il y a eu quand même. C'était sympa de voir aussi, de revoir Wilkinson à Toulon et de voir effectivement ces anciens, Van Niekerk aussi quand même, qui avait été un joueur qui a été marquant et leader marquant du RCT. C'est surtout, pardon, je sais qu'on n'a pas le temps, mais juste pour finir, ce qui est quand même marquant de ce qui reste de cette semaine, c'est quand même de voir les discours de ces joueurs-là. Et vraiment, c'est pas du cinéma, l'affect qu'ils ont avec ce club de Toulon. Il y a quand même des grands joueurs qui sont passés dans des clubs, mais là, de façon aussi collective, ce lien que toutes ces stars ont créé avec ce club, qui a transpiré quand même dans la com cette semaine, ça, je crois que c'est quand même assez unique.
Voilà, et c'était bien la direction aussi actuelle du club de se dire tiens, on va aussi célébrer cette génération-là, même si il n'y a pas forcément des relations idylliques entre Bernard Lemaître et Mourad Beljelal aujourd'hui. Mais en tout cas, alors je sais qu'il avait été invité et qu'il n'a pas répondu à l'invitation. Bon, enfin ça fait partie du Landerneau rugbyistique. Je crois qu'il a répondu sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes forcément sur Sud Radio, bien sûr, sur YouTube. Vous êtes 800 000 à être abonnés à notre chaîne YouTube, donc vous êtes toujours les bienvenus, et également sur l'appli Sud Radio, et puis aussi sur les réseaux, le hashtag SRR Sud Radio Rugby. Quentin, tu avais un tour de table de l'actualité, toi, ou pas? Ouais, ça se rapproche un peu de celui de Julien. Alors c'est du cyclisme qui va un petit peu plus vite avec Liège-Bastogne-Liège qui va partir demain. Ce soir, cette semaine, il y avait la Flèche Wallonne. C'était mercredi, et Tadej Pogačar s'est imposé dans cette course qui fait pour lui déjà la 12e victoire depuis le début de la saison, depuis la rentrée 2023 même. Alors pour se dire, il a débuté 18 courses, Tadej Pogačar, il en a gagné 12. Donc voilà, il est en train de marcher sur tout le monde, et il part favori demain. Donc voilà, c'est peut-être un ovni qu'on est en train de vivre, peut-être même l'égal de Merckx. Zach, un petit tour de l'actualité rapide, un petit focus sur quelque chose ou pas? Moi, ce serait le match nul d'Arsenal hier soir face à Southampton en Première Ligue, qui relance complètement la course au titre qu'on sentait déjà un peu plus, ardu entre Arsenal et Manchester City. Et là, City a 5 points de retard, mais avec 2 matchs en main, et affronte Arsenal cette semaine, c'est mercredi, il me semble. Donc on a une fin de saison passionnante en Angleterre. Oui, moi je vais m'auto-poser la question. Du golf. Voilà. Non, c'est ni du golf, ni du tennis, c'est du surf. Voilà, parce que je lisais une info sur Kelly Slater, qui a 51 ans, est toujours sur le circuit mondial, mais à mi-parcours, il faut avoir un certain nombre de points pour continuer la saison en première division mondiale, on va dire, et pour la première fois depuis le début de sa carrière, il n'y arrive pas, et donc il va devoir soit aller ferrailler dans la deuxième division, sur le circuit un peu challenger, soit passer par des wildcards. Voilà. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout encore à 51 ans à faire le truc, lui qui a été le surfeur le plus titré, le plus jeune champion du monde, le plus vieux aussi, et dernier titre à 39 ans, et puis surtout une légende. Voilà, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il bataille encore alors qu'il peut surfer pour le plaisir. Voilà, mais c'était ça ma réaction. Est-ce qu'on doit encore faire des championnats du monde à 51 ans quand on a été Kelly Slater? C'était ma question du jour, mais ceci dit, je n'ai pas la réponse. Peut-être que vous avez un avis, Julien et Philippe. Moi j'ai un avis. Il vaut mieux qu'il reste longtemps dans le surf, parce que le jour où il nous rejoindra sur Sud Radio en tant que consultant, il va y avoir une grosse bagarre entre toi et lui sur les beaux gosses à destination des ménagères, et je préfère même pas penser à ce que ça peut donner. Ouais, mais il est plus Roger Federer que Slater, je trouve. Voilà. Mais merci les gars pour j'en parlerai à Kelly, mais on se voit peu en ce moment, ces derniers temps, on se voit peu. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. On va tourner une petite page de pub, une petite pause, et puis on va revenir pour parler de rugby féminin, parce que demain, nos bleus vont retrouver Grenoble, là où elles ont tant brillé par le passé, pour l'avant-dernière journée du tournoi Destination. Ce sera face au Pays de Galles. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Dans 1h20, le coup d'envoi du match des deux stades, le Stade Français face au Stade Toulousain, suite de la 23e journée du Top 14 que l'on vit ensemble depuis 15h cet après-midi. On a vibré aussi dans ce multi qui a réservé beaucoup de suspense et de surprises. Il y en aura, on espère, pas beaucoup demain, on l'espère pour les Françaises, en tout cas, qui vont disputer leur 4e match du tournoi des 6 nations. Les Françaises vont recevoir le Pays de Galles, 16h15. Ce sera à Grenoble, voilà, et ce sera bien sûr devant les caméras de nos amis de France Télévisions, avec une certaine Laura Di Muzio qui est avec nous, notre invitée. Salut Laura.
Salut François, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct. Philippe Spanghero est là, Julien Thomas également. Ils suivent forcément les performances des Bleus, comme tous les amateurs de rugby, parce que voilà, désormais le tournoi féminin est décalé par rapport au tournoi masculin, et du coup on peut se concentrer sur les performances des Bleus. Alors justement, question Laura, toi qui suis quand même cette équipe depuis longtemps, elle a changé cette équipe depuis la Coupe du Monde, voilà, depuis le mois d'octobre. Et qu'est-ce que tu lui trouves et est-ce qu'elle avance positivement selon toi depuis le début de ce tournoi 2023 ? Alors oui, clairement elle a changé, puisque le staff a changé, puisqu'il y a des nouvelles joueuses qui sont arrivées, une nouvelle capitaine. Mais bon, puisqu'on est à 3 victoires sur 3, on ne peut pas dire que ça avance négativement. Donc après, il faut relativiser les choses. Les 3 oppositions qu'ont rencontrées les Françaises ont été somme toute assez faibles, que ce soit l'Italie, l'Irlande ou l'Écosse. Demain, le Pays de Galles, ça devrait passer facilement aussi. Donc le vrai test, et là où on verra si on est capable de tenir la comparaison, ce sera avec les Anglaises la semaine prochaine à Twickenham. Voilà, ce sera le rendez-vous parce que ce sera peut-être le record d'assistance d'affluence pour un match féminin. Voilà, mais ce sera à Twickenham face aux redoutables Anglaises. Ça fait combien de temps qu'elles n'ont pas battu les Anglaises, les Françaises ? 2018. Je crois que ça fait 8 ou 9 matchs. Ah oui, ça fait beaucoup. C'est long, c'est très long. Oui, c'est très long, surtout quand on les commente. C'est vrai, voilà, on a envie de les voir gagner. Qu'est-ce qui a changé alors dans cette équipe on va dire, je sais qu'il y a 3 changements demain dans le 15 de départ, mais dans le jeu des Françaises, qu'est-ce qui a évolué depuis ces derniers mois, Laura ? C'est clairement un jeu qui est moins fermé. C'est vrai que c'est d'ailleurs ce qui avait été reproché à la Coupe du Monde, des Françaises un peu enfermées dans un projet de jeu assez stéréotypé, et des difficultés à aller jouer les espaces, à être en lecture, à être dans un rugby un peu plus instinctif, qui faisait d'ailleurs leur force en 2018 quand elles ont battu les Blacks. Et donc là, c'est vrai que le maître mot qu'on entend souvent et qui se constate sur le terrain, c'est le mot initiative, pour que les Bleus se lâchent un peu. Parce que clairement, c'est comme ça qu'on peut battre des équipes comme les Anglaises, qui sont très physiques, très fortes devant. Il faut les déstabiliser, notamment derrière, en jouant au rugby, tout simplement. Donc ça fait plaisir à voir, et on a quand même eu une pluie d'essais sur chacun des matchs. Donc elles sont sur la bonne voie, en tout cas, dans cette idée d'initiative. Julien, Philippe, Laura Di Muzio avec nous, bien sûr. C'est les féminines demain, 16h15 face au Pays de Galles. Est-ce que ça vous inspire une réflexion, une petite question ? Bonsoir, c'est Julien Thomas. J'ai suivi, donc je suis les féminines bien sûr, en plus en étant sur Montpellier, je les vois s'entraîner, je les vois progresser et surtout devenir des Formule 1. Je me pose la question, parce que bon, les Galloises qui quand même ont bataillé face à cette équipe d'Angleterre, après l'équipe anglaise a déroulé, mais jusqu'à la 35e quand même, elles étaient dans le match. Et donc c'est un bon test avant l'Angleterre, mais pour moi, est-ce que c'est pas trop de pression de se mettre tout le temps l'Angleterre en tête et en fait de surjouer la pression mentale avant de le jouer ce match ? Non, franchement, je pense pas, puisque clairement, toutes les filles n'attendent que ce match-là. Même si les Italiennes ont été accrocheuses, même si demain les Galloises seront accrocheuses, on sait que la référence, c'est jouer l'Angleterre. Et je pense qu'au contraire, c'est très bien de le voir comme ça, dans la mesure où, à partir de l'automne, il y a une nouvelle compétition qui est créée par World Rugby, qui s'appelle le W15, qui va rassembler les 3 meilleures nations européennes, 3 meilleures nations de l'hémisphère sud, et où on va retrouver les Néo-Z, les Anglaises, des équipes qu'on n'a pas l'habitude de battre et sur lesquelles, en fait, il faut se préparer. Et finalement, pour moi, c'est pas une forme de pression, c'est vraiment une forme de prépa mentale pour aller jouer des grosses équipes, quoi. Des grosses équipes, effectivement. L'Angleterre a battu le Pays de Galles 59-3. Hein, ça, c'était dans ce tournoi. Est-ce que l'Angleterre, de ce que tu as pu voir, toi, Laura, te semble, on va dire, devant les Françaises par rapport à cette équipe de France qui est un petit peu en renouvellement ? Oui, je pense que sur le papier, elles vont être favoris, ces Anglaises, parce qu'elles sont un peu plus expérimentées. Physiquement, c'est vraiment un cran au-dessus. Mais en fait, c'est aussi une équipe qui est en plein renouveau. Elles ont quelques joueuses phares qui sont blessées, notamment Scarratt derrière et Poppy Clill devant. Donc il faut savoir en profiter. Mais clairement, on va partir à outsider. Donc si on en croit ce qui s'est passé là sur les derniers matchs et surtout sur la dernière confrontation à la Coupe du Monde, c'est une équipe qui va garder les ballons devant, qui ouvre très très peu. Et il faut, une défense de fer, on n'a pas le droit à l'erreur, et il faut aller les jouer derrière. Philippe, peut-être une réflexion ou une question à Laura sur ce 15 de France version 2023, 15 de France féminin ? Non, bonsoir Laura, non, plutôt une réflexion. C'est vrai que quand on fait ce constat qu'on vient de faire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a peu de matchs qui préparent
à ce qu'attend l'équipe de France contre l'Angleterre tous les ans. Et c'est vrai que la vraie compétitivité du rugby féminin français, pour moi, elle passera par cette nouvelle compétition qui va se créer, qui permettra plus régulièrement de jouer contre les meilleurs. Et deuxièmement aussi de continuer à avancer dans la structuration de nos clubs, puisque aujourd'hui, ce qui fait pour moi que l'Angleterre est au-dessus, c'est qu'elles ont été en avance, ces joueuses, dans leur préparation. On avait reçu les Naïk Corson qui nous expliquaient qu'au Harlequins, elles s'entraînaient avec les installations des garçons, avec les mêmes moyens quasiment, ce qui n'est pas du tout le cas en France aujourd'hui. Et je pense que la conjonction des deux facteurs va amener cette compétitivité qui permettra vraiment de rivaliser, parce que là aujourd'hui on peut les battre de temps en temps, mais on n'a pas les mêmes moyens quand même pour rivaliser sur chaque match. Ah bah, complètement, moi je partage ce constat, d'autant plus que je me bats en tant que présidente de club auprès de la Fédé pour essayer de faire changer les choses sur ce championnat, qui est en effet peu compétitif, peu attractif, qui s'est laissé distancer par rapport au niveau du championnat anglais. Et en fait, ce qui a été fait sur l'équipe de France avec des contrats semi-pro, enfin pro maintenant même, c'est génial, c'était une première étape. On a fait une belle locomotive derrière laquelle on n'a pas accroché de wagon en fait. Et moi je me bats justement pour essayer de faire reconnaître ce championnat et que la Fédé nous aide avec un petit investissement financier, avec un premier coup de pouce pour permettre au club de mieux se structurer, avoir des staff pro, avoir des infrastructures à la hauteur de joueuses qui s'entraînent tous les soirs et qui partent en compète dans toute la France, quoi. Alors, on rappelle, Laura, que tu es consultante pour France Télé, mais que tu es aussi ancienne joueuse pour l'équipe de France aussi, mais aussi présidente de club à Villeneuve-d'Ascq, donc dans le Nord, où le rugby est un foyer assez important, le rugby féminin. Juste sur les nouveaux noms quand même qu'on suit, parce que c'est vrai que quand on regarde la compo demain des Françaises face au Pays de Galles, il y a quand même il y a des anciennes qui sont revenues, mais il y a quand même aussi bon là il y a Chambon qu'on avait vu, qui était dans le groupe déjà et qui était demi-mêlée plus ou moins remplaçante et cette Coupe du Monde, qui là sera titulaire puisque Bourdon est blessé, mais il y a quand même là sur le banc il y a des nouvelles joueuses qui apparaissent, hein, Ducès, voilà, il y en a qui arrivent, hein. Il y a du renouvellement. Oui, bien sûr, et c'était la volonté de Gaël Mignot et de David Ortiz, c'était annoncé dès le départ qu'ils feraient jouer la concurrence en faisant entrer des petites jeunes, des filles qui sont issues du pôle ou des U20. Clairement, pour moi, la révélation du tournoi, même si tout le monde la connaît en championnat, mais là, au niveau international, c'est Carla Arbès, la numéro 10 du Stade Bordelais, qui, même si elle est remplaçante, a vraiment tenu sa place, tenu son rang. Et je pense que demain, elle fera une très bonne remplaçante à Jessie Trémoulière. Et je me permets de souligner, puisque Jessie, là, est titulaire, ce sera son dernier match à domicile, puisqu'elle arrêtera après le tournoi, souligner quand même l'immense carrière de cette joueuse qui a été élue meilleure joueuse du monde en 2018. Et je pense que elle a fortement contribué au fait que le rugby féminin français rayonne à l'international. Donc j'aime bien cette idée de passation et j'aime bien l'idée qu'on puisse quand même lui rendre un petit hommage à Jessie Trémoulière. Voilà. À Grenoble, quand même, il y a une histoire particulière entre les féminines et le Stade des Alpes. Oui, il y a une histoire particulière parce que c'est un stade qui s'est installé comme étant un peu le stade de référence des Bleus, notamment parce que jusqu'alors, maintenant on ne tient plus le record, mais on avait le record pour un match européen à Grenoble avec 19 000 spectateurs pour le test match contre les Néo-Z, où l'équipe de France avait brillamment gagné. Et donc c'est un peu devenu la référence en France, ce stade des Alpes. Donc elles vont jouer vraiment à la maison plus qu'à la maison. Ben, on leur souhaite en tout cas de briller. Oui, Julien. Non, ouais, j'ai une petite dernière question parce que je l'ai connu et notamment à Castres. Romain Tellier qui intègre le staff des Bleus pour le jeu au pied. Vous aviez pas, il y avait personne parce que je connais Gaël Mignot, mais. Ah, mais alors c'est vrai que en termes, alors pour le staff, après la Coupe du Monde, il y a eu une petite polémique dans la mesure où c'est vrai qu'il y a 2 co-sélectionneurs qui ont été nommés, Gaël Mignot, David Ortiz, mais qui sont des spécialistes devant. Et donc il y a personne qui avait été nommé en tant qu'entraîneur permanent. Sylvain Mirande intervient ponctuellement sur les stages, sur les compétitions. Et donc en effet, c'est très très bien qu'on puisse renforcer le sujet parce que le niveau augmente et la qualité technique en fait est un vrai sujet sur le féminin et le jeu au pied encore plus. Donc c'est très bien qu'on puisse étoffer le staff. Le jeu au pied, hein. On s'en souvient de cette dernière pénalité face à la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça nous a valu des frissons. Oui, des regrets, cette défaite voilà, de 2 points des Françaises. Et Caroline Drouin qui est partie avec les 7istes, on est d'accord, hein, qui actuellement n'est pas avec les 15istes, mais parce qu'elle se prépare à 7. Hein. On est OK.
Tout à fait, oui. Bah, elle était à Vannes d'ailleurs, elle a été spectatrice du France-Écosse, mais parce qu'elle revenait de Hong Kong. Et en effet, le choix a été fait pour les joueuses qui ont le profil 7 et 15 de les concentrer jusqu'au JO 2024 uniquement sur les compétitions 7. Donc des Caroline Drouin, des Chloé Jacquet, Johanna Grisé, c'est des filles qu'on ne verra pas sur le 15 cette année. Eh bien voilà, mais on verra les autres et on en voit plein, bien sûr. Demain, on regardera aussi Margot Ducès du Stade Rennais, 19 ans, qui fera ses débuts remplaçante à la mêlée, mais qui sans doute rentrera. Voilà, ça fait partie de ces nouveaux visages du 15 de France féminin. Merci Laura Di Muzio d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous êtes ici chez vous. Allez, à bientôt. À bientôt Laura. On va se retrouver dans un instant pour bien sûr continuer à parler de sport et de rugby. David Derry-Carrère sera notre invité, l'entraîneur du Castres Olympique, vainqueur de Toulon. C'est l'un des matchs forts du jour sur lequel nous allons revenir ensemble avec vous, les auditeurs Sud Radio. Sud Radio, la radio du rugby. Le MAG, François Trio. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, vous êtes les bienvenus, le MAG, pour vous faire revivre les émotions de l'après-midi, cet après-midi consacré à la 23e journée du Top 14. On rappelle notamment la victoire du Castres Olympique aux dépens de Toulon, 30 à 18, je crois, ou 31 à 18. 31 à 18, effectivement, soyons précis. On va en parler avec Julien Thomas, bien sûr, ancien joueur de Castres, et voilà, son cœur castré va battre dans quelques secondes, vous allez l'entendre. Et puis également Philippe Spanghero qui connaît bien la maison castraise, et notre invité David Derry-Carrère, entraîneur, un des entraîneurs du Castres Olympique. Salut David. Bonsoir à tous. Merci. Il y a du sourire, j'imagine, parce que c'est une victoire 31-18, 3 essais inscrits, mais victoire bonifiée, c'est carton plein ce soir. Oui, on est très heureux ce soir de remporter cette victoire. Enfin, c'est vraiment une grosse équipe toulonnaise qui était venue vraiment avec sa meilleure équipe. Donc la performance en est encore plus à soulever, parce qu'on a fait quand même un très bon match, et on s'aperçoit que quand on joue au rugby avec de l'enthousiasme, et en partant aussi de loin, on arrive à marquer de très beaux essais aussi, donc on est très content là-dessus. Philippe Spanghero, petite question pour David Derry-Carrère, ou réflexion, voilà. Salut David. Salut Philippe. Ça me fait plaisir de t'entendre. Alors d'abord, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion. On se posait la question parce que on parlait des équipes de bas de tableau, et on se disait que Castres va être finalement un peu l'arbitre du maintien, parce qu'on peut considérer ce soir que vous êtes sauvés, que vous pouvez même regarder vers le haut, et ce top 8 synonyme de Coupe d'Europe. Donc, qu'est-ce qui prévaut ce soir? C'est un peu le soulagement d'être sorti un peu de la tempête, ou de se dire voilà, il y a cette dynamique qui est retrouvée, et puis on ne fait plus de calcul jusqu'à la fin, on veut tout gagner pour essayer de retrouver le haut du classement. Ouais, Philippe, tu connais la maison, hein. Tu sais que quand une dynamique est enclenchée ici, elle est contagieuse. Donc on est d'abord soulagé. On est d'abord soulagé de se sortir un peu de ce marasme du fin de tableau, même si mathématiquement c'est pas encore fini, mais voilà, on est lancé dans ce sprint. Il reste 3 matchs. Bon, je sais que ici, quand on part de loin, on est souvent dangereux. Ce que je retiens surtout, c'est la confiance qu'on engrange depuis un petit moment maintenant, avec une prise de conscience, avec des intentions, et c'est ça qui me plaît, quoi. Julien Thomas pour David Derry-Carrère, entraîneur de Castres, heureux ce soir. Salut Dari, comment tu vas? Félicitations. Ouais, impeccable. Mais déjà, si tu faisais toujours les entraînements et que tu commençais avec les 3 quarts par un handball qu'on faisait, tu te souviens que c'était avec Dudul qui faisait cavaler. Donc savoir si tu mettais des positifs. Non, c'est surtout pour moi, c'est quand il manque peut-être des leaders, le Castres qui ronge le cerveau un petit peu aux équipes adverses, qui rentrent dans ce schéma-là aussi. Les de moins en moins, est-ce que c'est par rapport à la jeunesse qui a une autre philosophie du rugby et qu'ils sont un peu plus professionnels dans ce sens-là, ou c'est parce qu'il manque on va dire, pardonne-moi du terme, des connards comme Rory, etc. Ouais, il y en a qui ont pris le relais, des garçons comme Julien Dumois qui était déjà leader.
des garçons comme Tom Staniforth, ceux qui le sont, Gaëtan Barlow, bon, même s'il n'a pas joué beaucoup aujourd'hui, mais ouais, le leadership a été repensé aussi avec des garçons qui ont le cœur bleu et blanc et qui ont envie vraiment de prouver que d'année en année ils sont encore là et qu'on peut titiller encore tout le monde, quoi. Bien sûr. Oui, David, qu'est-ce qui explique quand même, on va dire, une saison aux deux visages un peu, voilà, avec un gros trou, et puis là, en voyant Botitou inscrire en essai, on a l'impression qu'il volait. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'au creux de l'hiver, on n'a pas eu cette sensation? On a eu beaucoup de mal parce que déjà on a perdu nos deux demi-mêlées titulaires. Ça nous a fait mal aussi. On a eu gros déficit de conquête aussi. On a eu, j'avais regardé les stats, pour gagner un match, à un moment donné, il fallait qu'on marque 28 points. C'est chaud, hein, pour marquer 28 points par match pour gagner les matchs. Donc, on a aussi amélioré notre défense aussi. Ce qui fait que maintenant on n'est pas obligé de partir d'aussi loin qu'on ne partait avant, que ce soit sur les contre-attaques ou que ce soit sur les turnovers, même si on est dangereux encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a ça aussi, et après c'est comment ça se passe, c'est les joueurs qui décident, hein. Quand ils ont envie de faire un peu plus, quand ils ont envie d'être un peu plus concentrés, un peu plus déterminés, c'est eux qui décident aussi sur le terrain. Je pense que Julien Thomas, il avait envie de faire un peu plus ou pas, lui, à l'entraînement? Il faut le dire. Du coup, ils sont en réaction, en fait. C'est ça. Ils se sentent un petit peu pris dans la nasse, et du coup, ils sont en réaction un petit peu, là, les joueurs. Ouais, ils sont en réaction. Alors, tu sais, moi, offensivement, on a toujours travaillé comme on travaille maintenant. Il y a pas de, j'ai pas changé mon fusil d'épaule par rapport à ça, sauf que j'ai essayé chaque entraînement de leur donner confiance, de tenter des choses, d'essayer de produire les choses, et si on n'y arrive pas, on retentera après derrière, on réessaiera, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, les garçons osent se faire des passes, osent aller chercher les couloirs, osent jouer des duels, osent faire des passes. C'est tout ça. Quand le rebond, finalement, il tourne, il revient dans tes bras, ou le poteau il est rentrant, ou voilà, il y a plein de choses qui font que c'est. Cette série avec la confiance. Ouais, voilà, mais il faut l'entretenir aussi. C'est un groupe qui a marché là-dessus, et bon, c'est vrai que certains joueurs ont fait plus à un moment donné qu'ils le faisaient avant, ce qui fait que ça a aussi le niveau de l'équipe. Voilà, et puis le facteur X, pardon François, c'est le facteur X, c'est Raizuke quand même. C'est un phénomène. C'est un phénomène. En plus, c'est un junior, je te jure, c'est un junior partout. Après, tu le tiens après le match, par contre, juste. Hein? Tu le tiens après le match, par contre. Et il est sage, il a mes copines. J'ai t'avais lu au Stade Français, c'est pour ça que je te dis ça. Il s'est un peu rangé les papiers, et puis tu sais, à Castres, il y a moins de sollicitation qu'à Paris, quand même. Tu connais ça. Donc là, il ne peut pas se cacher, quoi. Il peut pas se cacher. 54 points ce soir. Je regarde 50 points ce soir. 49. Non, 49 ce soir, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'on regarde vers le haut, parce qu'il reste quand même 15 points à engranger. Voilà, on n'est pas maître de son destin, mais on y croit quand même encore un petit peu dans un coin de la tête. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, l'important c'est d'avoir des objectifs. Quand tu n'as plus d'objectifs, t'es un peu entre deux et tu sais pas trop. Aujourd'hui, on avait la tête tournée vers derrière, on revient un peu dans l'axe, et peut-être que demain on regardera peut-être plus haut, mais Philippe et Juju ils connaissent ce club par cœur. Ils savent que ici, quand une dynamique est enclenchée, surtout à la fin du championnat, je pense qu'on peut être dangereux encore. Maintenant, on n'est pas maître de notre destin non plus, donc voilà, nous on va s'accrocher à ça et puis on verra bien, quoi. Voilà, passer un bon mois de mai déjà, plus relâché. Déjà, ça c'est pas mal. Merci David d'avoir été avec nous, David Derry-Carrère. Avec grand plaisir, les amis. Et c'était un plaisir, et gros match aujourd'hui donc pour le CO, 31-18 face à Toulon. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Merci, ciao. On va se retrouver dans quelques instants, bien sûr.
sûr, pour parler de La Rochelle, vainqueur de Clermont. Voilà, on va peut-être libérer Philippe Spanghero, qui a des obligations, le remercier d'avoir été avec nous sur notre antenne, bien sûr, comme toujours. Merci messieurs, je vous retrouve pour Romain Poite. D'ici quelques minutes, c'est vrai. De rugby, d'ici quelques minutes, voilà, on va découvrir un peu plus de l'intérieur ce monde de l'arbitrage et ce que ça veut dire d'être arbitre avec Romain Poite. Et puis on parlera aussi de sa nouvelle vie de consultant dans le staff du RCT, parce que c'est à la mode en ce moment, les arbitres retraités qui viennent gonfler les staffs de Top 14 pour travailler sur les enjeux de la règle. Donc voilà, on parlera de tout ça tout à l'heure. Et puis bon match et bonne soirée. Super, Philippe. Allez, à plus. On se retrouve dans un gros quart d'heure là pour Romain Poite. Le temps quand même que tu ailles un petit peu souffler. Allez, à tout à l'heure. Merci Philippe. Julien Thomas, on va revenir quand même sur le match de l'après-midi que tu as vécu avec nous. C'est La Rochelle face à Clermont. La Rochelle qui l'a emporté 26-13, qui a plutôt bien géré la situation, on va dire, sans non plus trop forcer son talent. En résumé. Oui, c'est exactement ça, François. Surtout avec une équipe un peu remaniée, rochelaise, qui joue, on rappelle, la semaine prochaine en Champions Cup une demi. L'objectif pour eux, c'est de rester second, parce que je pense que le Stade Toulousain, pour aller chercher, ça va être compliqué, même s'ils sont qu'à un point, mais le Stade Toulousain joue ce soir. C'est un match où les Rochelais ont maîtrisé carrément les Clermontois. Ils ont été efficaces dans les finitions et dans les zones de marque, et donc ça a payé avec notamment les turnovers, pour anéantir immédiatement en fin de match les assauts et surtout peut-être le bonus défensif que cherchait l'ASM. Voilà, et l'ASM qui pourtant a fait plutôt un bon match, d'abord un bon début de match, puis ensuite une bonne deuxième mi-temps, mais elle a été battue, cette ASM, 26-13. On va d'ailleurs écouter Christophe Furios, l'entraîneur, le manager clermontois, qui s'est confié à Dorian Malvezin à l'issue du match. Ce soir, j'ai pas de frustration, le constat il est sec. C'est-à-dire qu'on est une équipe facile à battre. Quand les mecs en face, tu leur donnes tout, quand ils n'ont pas besoin de forcer. Donc ça veut dire qu'il faut, encore une fois, quand je parle comme ça, je ne dis pas qu'on n'a pas de qualité, qu'on n'a pas un bon état. C'est pas ça que je dis. Hein. On ne joue pas des peintres, quoi, tu vois. Et même si, je pense qu'à la 75e minute, j'étais convaincu qu'on allait retourner le match. L'objectif clair, nous, c'est top 8. Tu vois que c'est pas clair, ça. C'est très très clair. C'est top 8. Ça sera pas facile, hein. Ouais, 8e défaite consécutive pour les Clermontois en déplacement cette saison. Voilà, des difficultés à s'exporter. Intéressant quand même, Julien, ce que dit Christophe Furios sur le fait qu'ils sont faciles à battre. Voilà, le constat, il est dur quand même. Mais facile à battre, comme il dit, il se reprend parce que peut-être on peut penser que c'est des agneaux où ils sont tendres les Clermontois, et qu'après ils se rattrapent en disant que l'état d'esprit est irréprochable. C'est surtout dans les transitions de ballon qu'il y a eu pendant ce match où les Rochelais les ont sanctionnés immédiatement, notamment une touche perdue clermontoise derrière, ça a fait un essai. Il y a eu un autre turnover en fin de match qui anéantit tout espoir clermontois d'aller chercher un bonus défensif. Donc ces ballons-là ont fait mal parce qu'en face ils ont pas eu une réaction immédiate de transition attaquant-défenseur, et ils se sont fait sanctionner par les Rochelais, et là c'est facile à battre une équipe, ce que cherchait d'ailleurs ces Rochelais. Maintenant quand même c'est une équipe clermontoise qui a des difficultés, qui en manque de confiance. On l'a vu notamment avec le nombre d'en avant et des fautes techniques qu'ont commis ces Clermontois, et qui avaient la possibilité d'accrocher un peu plus ce match s'ils avaient. Il y avait 19-0 à la mi-temps, hein, rappelons, hein, quand même les Clermontois voilà, étaient menés 19-0 à la mi-temps, 26-13 au final. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils sont aussi à 6 points d'écart, et c'est ce que dit aussi Christophe Furios, c'est qu'avant l'essai de Dylan Litz, 77e minute environ, voilà, il y avait la place peut-être pour faire un coup, pour faire un petit hold-up, quoi. C'était pas impossible, hein, sur ce qu'on voyait, même si toi, dans les commentaires cet après-midi, tu disais que La Rochelle gérait, quoi. Gérer, tu les sentais pas menacés et pas forcément en danger mental. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt sereins à contrôler, puis
Par contre, les Clermontois ils ont trouvé des solutions en jouant un peu plus dans les couloirs et puis en renversant le jeu contre une défense rochelaise qui était plutôt efficace. Et c'est là où ils ont laissé de l'énergie quand même, ces Clermontois, pour en arriver là à quasi un bonus défensif, sauf que dès qu'il y a eu des transitions de ballon, des turnovers, avec la fraîcheur plutôt en gérant un petit peu ce match, les Rochelais, ils étaient efficaces immédiatement. C'est ce qui a coûté cher un peu à cette ASM. Par contre, quand même, il y a eu aussi des récurrences côté clermontoise de défense. Dans ces couloirs, il y a 3, 4, 5 jeux au pied même de Dulin dans les couloirs derrière la défense clermontoise. Surtout côté Raka. Surtout Raka, et puis pas de couverture de ce troisième rideau, et puis trouver la solution, et ça a mené d'ailleurs failli amener un essai d'abord de Teddy Thomas. En suivant, il y a eu l'essai, et toute la partie se sont fait menacer comme ça par les Rochelais. Ouais, c'est vrai. Comment t'expliques quand même que dans ce rugby pro, il y a quand même partout des bons joueurs, mais il y a des équipes qui peuvent gérer, comme tu le dis, et se sentir aussi fort que ça, quand même, côté Rochelais, parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe plutôt mixte, plutôt hybride, côté Rochelais. Elle aurait pu, à un moment, un peu trembler à 19-13. Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on peut gérer ? Parce que tu as le score qui est large à la mi-temps, 19-0. Tu sais que les assauts, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de ballons en première mi-temps, les Rochelais, la possession et l'occupation territoriale étaient vraiment clermontoises, mais sans efficacité, parce qu'ils sont à 0 points à la mi-temps. Les 4-5 ballons qu'ont eu les Rochelais, ça a fait 19 points. Donc ils se sentaient pas menacés, forcément, en mettant une belle défense et puis en étant patients et en créant ces turnovers ou les fautes de main de Clermont. C'est ce qui a permis à La Rochelle d'avoir quelques munitions et de les mettre au fond. D'accord. On va peut-être écouter aussi les réactions côté Rochelais. C'est Brice Dulin qui était au micro de Dorian Malvezin. Voilà les Rochelais qui enchaînent une 8e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Écoutez l'arrière international du Stade Rochelais. Ouais, je pense que ce serait dire que personne n'y pense, mais on sait aussi qu'on a besoin de points pour le championnat, justement, pour gérer au mieux cette fin de saison. Donc des petits réglages, je pense que ce sera mieux quand même de bosser en ayant une victoire ce week-end et en ayant des bonnes choses à régler, plutôt que de passer totalement au travers et vraiment en s'étant retourné le cerveau. Donc c'est encourageant aussi, il y a eu des temps de jeu qui nous ont mis dans le dur, et c'est sûrement ces temps de jeu-là qu'on va retrouver aussi la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine face à Exeter, demi-finale de la Champions Cup, ce sera à Bordeaux, Matmut Atlantique. Ouais, donc non seulement ils ont géré là, mais si on lit entre les lignes, en plus ils ont fait des exercices un peu de cardio pour faire monter le cardio dans le rouge un peu en fin de match. Et c'est vrai qu'il y a eu notamment sur l'essai de Lix, il y a eu une très longue séquence là. Mais je me suis posé la question, François, après ce match, quand même, les Rochelais qui ont joué plutôt un jeu qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire d'habitude c'est des cellules avec des points d'impact comme Antonio, Aldrit, qui était sur le banc à ce moment-là, mais dans un système de frontal, on va dire. Et là c'est des Rochelais qui ont joué debout, qui ont joué en faisant vivre le ballon, qui ont mis du rythme, qui ont joué des longues séquences, qui ont essayé de tenir le cardio. Et je sais pas en fait soit ils se préparaient pour le match de la Coupe d'Europe, parce qu'Exeter, c'est une équipe qui joue beaucoup, avec des phases de jeu longues, et qui essaye d'asphyxier physiquement les adversaires en les faisant courir. Donc peut-être il y a ce système de jeu qui a été mis en place face à l'ASM pour la Coupe d'Europe, parce que toutes les interviews quand même, si tu écoutes bien François, c'est même du Laine, là, ils ont tous parlé plutôt du match d'après que celui qui allait se jouer. Donc c'est ça qui me choquait un petit peu, ils étaient déjà sur la Coupe d'Europe. Oui, mais les Toulousains cette semaine aussi ont préparé le Leinster, donc c'est avec des réunions et des réunions stratégie entre joueurs et staff pour déjà se projeter sur le match dans 10 jours. Donc je pense que c'est normal. Ce sont aussi deux équipes, La Rochelle et Toulouse. C'est une manière assez habile de se dire qu'on va se diriger vers le stade Jean-Bouin, puisqu'on va aller voir Emilio Santos dans un moment, mais c'est aussi deux équipes qui sont en avance en termes de classement. Ce soir, avant le match, Toulouse a 71 points, La Rochelle 70. Le Stade Français en a 60. C'est dire quand même que ces deux équipes sont vraiment au-dessus du lot quand même.
Oui, mais De Flandre quand même n'était pas invincible cette année, et s'ils avaient déjà la tête à la Coupe d'Europe et qu'ils perdaient ce match, ils étaient que à 5 points du Stade Français qui, cette équipe n'a plus rien à jouer pour le championnat. Donc ça pouvait être un piège aussi quand même pour les Rochelais, et batailler après pour être second et aller directement en demi. Ouais, après ce que tu as vu aujourd'hui, toi, tu vois les Rochelais se défaire d'Exeter à Bordeaux le dimanche prochain? Ce sera sur Sud Radio? Oui, je pense que oui. Si les Rochelais, oui. Honnêtement, oui, par leur puissance des avants, parce que Exeter est une équipe qui est très mobile, même le paquet d'avant, mais peu puissante. Et donc, je pense qu'ils vont mettre l'accent, les Rochelais, ceux qui font leur force cette saison, sur les phases statiques, et notamment le paquet d'avant qui manœuvre magnifiquement bien cette saison et fait gagner pas mal de matchs. Et puis après, je pense qu'ils ont tenu des échanges là sur ce match dernier contre l'ASM cet après-midi, qui ont été des phases très très longues, en plus à la 72e, 15e minute, fin de match, et ils ont été plutôt convaincants à tenir cet échange. Donc ils ont le cardio qui est présent aussi. Donc moi je vois les Rochelais. Ouais, même s'ils avaient été quand même assez gênés en huitième de finale face à Gloucester, qui avait joué, qui avait envoyé du jeu et qui les avait vraiment gênés, ces Rochelais. Mais en tout cas, on suivra ça, ce sera intéressant. Ils ont travaillé aujourd'hui, en plus d'avoir gagné ce succès, d'avoir remporté ce succès bonifié, d'avoir gagné donc face à Clermont 26-13. Ce soir, la suite de cette 23e journée, ce sera le 6e et avant-dernier match de la journée. Rémi Dos Santos est avec nous. On va le vivre en direct, en intégralité sur Sud Radio, la radio du rugby, bien sûr, mais on va le vivre aussi depuis le stade Jean-Bouin à Paris. Rémi, salut, qui va afficher complet. Et on en a parlé il y a une heure avec le directeur marketing du Stade Français, Georges-Henri Bediou. C'est déjà un succès populaire. Voilà, c'est un petit peu, il y a un petit Roland, un petit parfum de classico ce soir. Oui, bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. Oui, il y a un magnifique parfum de classico, il y a un parfum de phase finale un petit peu ce soir à Jean-Bouin. Le stade va être plein, tu l'as dit, près de 20 000 personnes. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Jean-Bouin. C'était déjà à guichet fermé il y a quelques semaines contre le Racing, mais certaines places étaient bâchées. Cette fois, ce n'est pas le cas. Donc ça va sonner plein, ça va résonner dans l'enceinte. Il va y avoir du spectacle en tribune. On l'espère également sur le terrain. On ne va pas évidemment parler tout de suite des compositions, mais le Stade Toulousain est quand même très remanié pour ce match. Malgré tout, eh bien, on peut assister à un magnifique duel entre, bien évidemment, le Stade Français et le Stade Toulousain. Ce sont toujours des matchs à part. Et on espère que c'en sera encore aujourd'hui. Ouais, c'est un match à part. Alors, on va pas déflorer encore, détailler les compositions, mais c'est vrai que Toulouse a mis quasiment tous ses internationaux, excepté Julien Marchand, on va dire, au repos, puis Melvin Jaminet et certains qui avaient besoin de jouer. Enfin, c'est une équipe très, très, très remaniée. Il n'empêche qu'on voit souvent des bons matchs avec ce Toulouse bis, souvent, hein. C'est très fréquent. Oui. Oui, on les a vus gagner à Montpellier, notamment le premier tiers de saison, où on pensait que peut-être à Romagnan, et puis la période d'usination allait être difficile pour cette équipe de Toulouse, sauf qu'elle a construit, elle a mangé son pain noir un petit peu ces 2 dernières années, en formant ses jeunes, en donnant du temps de jeu, et puis quand il faut les mettre au charbon, le bleu de chauffe est là, et puis ils sont convaincants en plus. Chacun veut gagner sa place, chacun veut montrer qu'il est présent et qu'on peut lui faire confiance, donc ça l'émulation que met Hugo Mola et puis on va dire le suivi de ce groupe, de la profondeur, est plutôt bénéfique. Maintenant, même remaniée, elle va être dangereuse, cette équipe de Toulouse. Après, si on regarde un petit peu les stats, Stade Français Toulouse, c'est quand même en favorable au Stade Français et ça leur réussit souvent. Ouais, toi, tu en avais joué des classicos avec voilà, des matchs qui t'ont marqué ou pas, toi, ancien joueur du Stade Français. Ce qui est pas pratique avec toi, l'ancien Montpellierin, c'est que comme tu as quand même fait pas mal de clubs, pas énormément, tu n'as pas fait 14 clubs, en fait tu en as fait quelques-uns, qui fait qu'au moins on a toujours un moment où on peut dire tiens Julien, toi qui as joué au Stade Français, voilà, quel parfum il avait, et notamment par rapport à ce que tu as connu avec d'autres clubs en fait.
Et le Stade Français Toulouse, tu sens qu'il y a une histoire précédente. Les grands Stades Français Toulouse, c'était les classicos médiatisés. Et puis tu savais que c'était, en plus du derby pour le Stade Français face au Racing, c'était le match aussi de l'année. Donc il fallait rivaliser avec le champion qui était ce Toulouse et qui est Toulouse. Et pour les Parisiens, on avait à cœur quand même de relever ce défi, la capitale. Et moi je pense que c'est quand même un classico qui a changé malgré tout, mais qui a une saveur un peu particulière du fait que c'est deux clubs historiques. Donc ça crée cette émulation d'un classico. Et toi qui as connu Castres par exemple, c'est aussi une autre ambiance, Castres-Toulouse. Ah oui, là c'est le derby par contre. Il y a le classico et le derby. Donc là le derby c'est le voisin, c'est le petit club qu'on laisse de côté face au ténor de championnat avec des trophées et donc il y avait cette rivalité quand j'étais à Castres vraiment contre Toulouse du fait qu'on était des petits agriculteurs et qu'il fallait charbonner, face aux riches quoi. Voilà, ça fait partie de la légende. Rémi Dos Santos ce soir, des animations en perspective au stade. Un concert à la mi-temps. Un concert à la mi-temps. Ah oui, la petite culotte, la Gofalolita à la mi-temps pour Rémi qui va s'éclater. Non, mais alors là, il faut décrypter parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont plus de 40 ans qui vous écoutent et ils ne connaissent pas peut-être cette jeune femme. C'est un monsieur. C'est un monsieur. C'était un peu le tube de l'été dernier et qui se produit là sur tous les terrains de rugby depuis le début de la saison. On l'a entendu tout à l'heure à La Rochelle en célébration en fin de match et donc à la mi-temps il y aura un concert. Voilà, du côté de Jean-Bouin, Rémi. Bien joué, François. Je parlais pour toi, en fait. Oui, tout à fait. 40 ans qui écoutent. Tout à fait. Tout à fait. Mais les Montpelliérains, et notamment Fort l'État, a rendu cette chanson célèbre sur une plage avec ses camarades en lendemain de titre joyeusement arrosé. Oui, il y avait des belles stories là-dessus sur les réseaux. Exactement. Rémi, outre ce concert que tout le monde attend, est-ce que il va y avoir des manifestations autres autour de ce match? Est-ce que le ballon arrive, je sais pas moi, par un drone ou un truc un petit peu à la Max? Alors pas à ma connaissance au niveau du ballon, il ne me semble pas qu'il va arriver des airs. Il arrivera normalement ou à la rigueur sur la voiture télécommandée électrique du Stade Français. Dans les tribunes évidemment tous les drapeaux sont sortis. Il y aura peut-être même un petit tifo déployé au niveau du COP parisien. Mais déjà il y a eu énormément d'ambiance à l'arrivée des deux bus des deux équipes, notamment celui du Stade Français qui a été acclamé par bon nombre de supporters. Fumigène était de sortie, les tambours et tout, donc ça a donné déjà le ton de cette partie. Il va y avoir de l'ambiance tout le long et dans les tribunes il y aura comme je le disais pas mal de drapeaux, pas mal de chants. Ça va bien résonner à Jean-Bouin, c'est un stade qui est fait pour les chants, donc ça va être une magnifique ambiance. Et pas mal de Toulousains quand même qui sont soit montés pour l'occasion, soit installés à Paris et qui sont toujours un plaisir de venir supporter leur club de cœur. Et puis moi ma référence, je vous le dis, c'est plutôt, puisqu'on parlait de chant là, c'est plutôt la dernière de Patrick Sébastien là. Putain c'est génial. Bon allez, c'est le Stade Toulousain qui se déplace ce soir au Stade Français. Rémi, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr. La place, l'invité du soir, Romain Poite, ancien arbitre international, désormais dans le staff de Toulon, qui est l'invité de Philippe Spanghero. À tout à l'heure et bon match.